Je vais vous parler de manipulation. Les peuples sont manipulés. Les populations sont manipulées. Et souvent, elles défendent des valeurs qui sont contraires à leur esprit. Par exemple, les peuples, la notion de révolution est à l'opposé de la notion de peuple, contrairement à ce qu'on peut croire. Les peuples ont tendance à se scléroser, à se figer dans des pratiques, sur des socles qui sont censés être immuables, invariables. Mais ils peuvent être pris en main par des chefs, par des leaders, qui vont les conduire à des révolutions dont la nature même est contraire, comme je viens de l'expliquer, à l'esprit des peuples. Que ce soit la révolution de 1989 ou de 1917, que ce soit toutes sortes de pratiques ou d'organisations, tout cela est téléguidé par une élite, par une avant-garde. Même si on prend par exemple la France insoumise, qu'est-ce qu'elle serait sans le leadership de Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Et on pourrait donner 1000 autres exemples de ce type. Donc, tout cela, on peut parler par exemple des femmes. Est-ce que les femmes, les revendications féministes, correspondent véritablement à l'esprit féminin, ou est-ce que ce sont les femmes qui sont manipulées par certains intellectuels qui ont envie de réformer la société, parce que tout simplement, je dirais très franchement, dans l'esprit masculin, c'est un tropisme de la réforme. Il faut réformer. Il faut toujours réformer. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Et par conséquent, la réforme est viscérale à l'esprit masculin, et tout ce qu'il touche est susceptible d'être réformé. Il n'a que ce mot à la bouche, en quelque sorte. Et on voit bien Macron qui n'a que le mot réforme à la bouche. Alors que, finalement, le peuple, lui, il est réformable, mais il n'est pas forcément doué pour la réforme. Il va la subir pour le pire ou pour le meilleur. Mais ce n'est pas dans son esprit à lui. On ne peut pas être au four et au moulin. Hein. On ne peut pas être à la fois le garant de ce qui est de la stabilité et le garant de la réforme. C'est inconcevable, c'est incompatible. Donc on voit bien qu'il y a deux forces antagonistes qui peuvent se conjuguer, par contre, comme on le voit. Et quand ça se conjugue, on arrive à cette étrange situation d'un peuple qui va vouloir changer les choses. Alors que le mot changement lui-même est en contradiction flagrante avec l'idée de peuple. Alors voilà le véritable casse-tête, la quadrature du cercle qui nous intéresse ici. Et d'où beaucoup d'ambiguïté. On parle de ruissellement, par exemple. Alors, le ruissellement, effectivement, c'est quand l'avant-garde, l'élite, réforme le peuple. Mais le peuple lui-même, est-ce qu'il veut changer? On voit bien, à bien des titres, qu'il veut conserver ses avantages, ses acquis. On voit pour la SNCF, par exemple. Et par conséquent, il y a une guerre entre l'élite et le peuple. Et à un certain moment, il faut faire croire au peuple que c'est lui qui veut la réforme, c'est lui qui veut la révolution. Et à ces moments-là, il y a une espèce de configuration comme cela, de confusion qui se produit, à savoir que le peuple fait confiance à son chef, en quelque sorte. Fait confiance à son chef, alors qu'à d'autres moments, le chef est obligé d'être à l'écoute du peuple. Mais être à l'écoute du peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le peuple peut ne pas vouloir changer, alors même que le changement s'impose.
Donc là, il y a une contradiction aussi. Le rapport entre le peuple et la révolution, le peuple et le changement, est extrêmement ambigu, extrêmement ambivalent. Même les femmes, par exemple, qui veulent du changement, qui revendiquent telle et telle égalité, au fond, quelque part, elles sont également les garantes d'une sorte de stabilité, de maintien d'un ordre des choses, d'un statu quo, par exemple au niveau de la procréation, au niveau de la démographie. Elles veulent continuer à fonctionner. Elles veulent pas qu'on les empêche de fonctionner. Et en même temps, la grève, par exemple, la grève, c'est précisément encore une ambiguïté. Parce que la grève, c'est le refus de fonctionner, alors même que la tendance instinctive serait de fonctionner dans le peuple. Donc là encore, on voit bien les chefs qui créent, c'est les chefs qui créent la réforme, c'est les chefs qui créent la grève, qui déterminent la grève, qui déterminent la réforme. Et ils le font sur le compte, sur le dos du peuple. Parce que de toute façon, les réformateurs, leur terrain, leur matériau, c'est bien entendu le peuple. C'est la pensée globale. C'est ce qui est pensé à un moment donné et qu'il faut faire évoluer, qu'il faut faire changer. Donc, voyez-vous, il y a là une sorte de journée des dupes, quelque part. Il y a une forme de duperie, quelque part, dans cette relation entre le peuple et l'élite, et on le sait très bien. Le peuple est amené, à certains moments, à trahir sa propre dimension intérieure, qui est celle de la mort, qui est celle des choses qui ne bougent plus, qui fonctionnent de façon mécanique. Et à certains moments, il doit reconnaître qu'il a besoin qu'on le prenne par la main et qu'on opère des changements. Et justement, cette dialectique qui est importante, en phase yin, le peuple revendique d'être la voie, d'être la constante, d'être la pérennité, et à d'autres moments, il va reconnaître qu'il faut qu'il suive les leaders et qu'il accepte des révolutions. On ne peut pas comprendre le peuple sans ses chefs et les chefs sans le peuple.